Comme si les désastres de la colonisation à marche forcée ne suffisaient pas, avec leur cortège de guerres, de maladies, de famines et de territoires annexés, les peuples amérindiens furent parqués dans des réserves où on les traita moins bien que des animaux dans un zoo. Encore heureux qu'on ne leur ait pas imposé le cinéma en plein air, car l'image des Américains natifs, véhiculée par les premiers westerns, les aurait anéantis. Des philosophes mensualisés peuvent ironiser sur les utopies des années 1970, c'est à cette époque que peu à peu, les peuples autochtones des États-Unis sont sortis de leurs réserves, si j'ose dire. L'Europe ne pourrait se vanter d'en être à l'origine, les ayant dans un premier temps qualifiés de sauvages. Et c'est l'honneur des luministes américains que de les avoir peints pour ce qu'ils étaient, des êtres humains. Je ne vous présente plus Albert Bierstadt, dont les panoramas saisissants ont assuré le passage d'une génération de l'Hudson River School à une autre, puis aux représentants du mouvement luministe. La naïveté rafraîchissante des œuvres peintes de George Catlin en a peut-être fait le meilleur apôtre des Américains natifs, celui qui fut le plus proche de leur esprit, comme de leur tradition séculaire. Une même naïveté apparente imprègne la peinture contemplative de cet artiste venu d'Angleterre. Il fut considéré par les historiens comme étant le plus important des peintres pionniers de l'Indiana. Celui-ci avait émigré de sa Prusse natale pour s'installer à Saint-Louis, État du Missouri. Il se spécialisa dans la représentation de la vie amérindienne des grandes plaines à l'est des montagnes rocheuses. Venu lui aussi du Saint-Empire romain germanique, celui-là fut d'abord chercheur d'or à Nevada City en Californie, mais c'est en peignant les populations autochtones de la région qu'il trouva de l'argent. C'est en présentant les peintures de Thomas Moran que les initiateurs du parc national de Yellowstone obtinrent l'adhésion du Congrès. Il est l'un des représentants incontournables de l'Hudson River School. Ce Parisien d'origine fut l'un des grands illustrateurs du Harper's Magazine, sur le chemin qui l'emmena jusqu'aux volcans éruptifs hawaïens qui firent sa gloire. Il partagea la vie des Amérindiens de Californie. Encore un Prussien passé par la fabuleuse école de Düsseldorf. On y apprenait, entre autres, à respecter la nature et l'anatomie des animaux. Il est paradoxalement le peintre d'une certaine authenticité américaine. Ce georgiste américain convaincu luttait contre les inégalités liées à la propriété privée. Il vécut durant de nombreuses semaines parmi les populations amérindiennes et en fut durablement marqué. Cet artiste eut la chance de quitter la France pour un coin de Pennsylvanie, situé à côté d'une réserve indienne. Il y scella de solides amitiés. Imaginez, ce type a fumé la pipe avec Sitting Bull et Geronimo. Je vous ai déjà présenté cet artiste passé par l'Académie Julian. Ses peintures sont si dénuées de racisme que Roosevelt lui commanda le portrait des 200 guerriers amérindiens ayant survécu à la bataille de Little Bighorn. Sharp est aussi l'auteur de cette scène poignante qui évoque les grandes heures du naturalisme européen. Il fut l'un des membres fondateurs de la communauté de Taos, dont nous parlerons plus loin. Remington est aux natifs américains ce que Hopper est aux esselés urbains, la distance métaphysique en moins. Nombre de ces tableaux sont emblématiques d'une certaine Amérique, malgré son grand talent. La ville de Taos au Nouveau-Mexique fut le siège d'une bouillonnante communauté de créateurs, attirés par la singularité du site et la qualité des objets d'art produits par les artisans amérindiens locaux. Les Six de Taos, comme ils se baptisèrent eux-mêmes, y fondèrent en 1915 une société des artistes dont le rayonnement perdura bien après sa dissolution. Parmi les visiteurs, dont David Herbert Lawrence, Georgia O'Keeffe ou Alfred Stieglitz, certains choisirent de s'y établir définitivement.